PVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, veut octroyer de nouveaux financements aux pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La rencontre tripartite BOAD, BADEA et UEMOA s'est achevée ce vendredi. Les détails à suivre dans ce journal. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest était en assemblée générale élective ordinaire à Lomé au programme renouvellement de l'équipe dirigeante et réflexion sur la mutualisation des efforts pour le développement économique et social de la sous-région. Et le Premier ministre était représenté par le ministre Fayadoua Aboupessi. La 17e foire internationale de Lomé aura bel et bien lieu cette année. Elle se déroulera du 30 novembre au 18 décembre prochain. Les activités ont été lancées ce jour par le ministre en charge du commerce. Et puis, Centrinosra affrontera ce dimanche la salle mythique du Palais des Congrès de Lomé pour la 3e fois. Plusieurs artistes internationaux sont annoncés, entre autres Elone de la Côte d'Ivoire et Fanico du Bénin. Centrinos qui est sur ce plateau pour nous parler de la tournée Centrinos Holidays Tour. Bonsoir Centrinos. Bonsoir. À tout à l'heure. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. La Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque arabe pour le développement de l'Afrique et les 8 pays membres de l'UEMOA ont échangé sur le projet d'augmentation du capital de la BOAD. Ce projet permettra à la banque, sur un horizon de 5 ans, d'injecter 3,3 milliards de francs CFA sous forme de nouveaux financements dans les économies des pays de l'UEMOA. Les travaux ont pris fin ce vendredi. Clarissa Ticlet. Le projet d'augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a fait objet d'échanges au cours de cette rencontre. Les étapes du processus ont été étudiées et les approches de solutions en vue de son accélération proposées. La BOAD, la BADEA et les pays de l'UEMOA se sont prêtés à cet exercice durant 2 jours à Lomé. Leur rôle est déterminant pour l'aboutissement de ce projet d'augmentation de capital à travers lequel la BOAD va intensifier ses financements en direction des pays de l'Union. Je voudrais saisir cette occasion pour vous exhorter à porter notre parole auprès de vos gouvernements respectifs en vue d'une accélération du processus dans le cadre des négociations bilatérales qui se feront avec la BADEA. Les sincères remerciements de la BOAD. À la BADEA, partenaire et de très longue date. Conformément à son nouveau plan stratégique Djoliba 2021-2025, la BOAD ambitionne d'injecter 3,3 milliards de francs CFA dans les économies des pays de l'UEMOA. Pour la BOAD, institution qui finance un quart de ses projets sur fonds propres, déployer Djoliba pour contribuer au bien-être économique et social des pays de l'Union requiert donc une augmentation de capital. Situation économique préoccupante dans les pays africains avec la hausse des prix des matières premières et alimentaires, impact de la guerre en Ukraine. Un webinaire de dialogue politique sur le sujet a eu lieu la semaine dernière afin de trouver une solution. À l'occasion, la secrétaire générale de la présidence de la République, la ministre Sandra Ablamba-Johnson, a fait des propositions concrètes et présenté les initiatives du Togo pour faire face à la crise. Ulrich Amega. L'impact de la crise russo-ukrainienne touche plusieurs pays dans le monde, avec des conséquences sur les prix des matières premières et des produits alimentaires en Afrique. La situation suscite réflexion au sein de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Réunis en webinaire au cours de la semaine dernière, les officiels de plusieurs pays, universitaires et chercheurs proposent des solutions de sortie de crise. Le Togo a été représenté par la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson. Les conséquences de ce conflit sur les politiques publiques, les plans budgétaires et les économies des pays africains déjà paralysés par la crise sanitaire ont été les points abordés par la ministre dans son intervention. La pandémie de Covid-19 a été un frein aux aspirations des pays africains, dont le Togo.
Le conflit russo-ukrainien vient aggraver une situation socio-économique post-Covid déjà fragilisée. Cette situation couplée avec les chocs climatiques perturbe l'offre et les prix sur les marchés internationaux et locaux des matières premières et des produits alimentaires. Elle met à rude épreuve la volonté des pays africains de mettre en œuvre une politique de redistribution de richesses. Cela limite les capacités et l'efficacité de leurs plans budgétaires, mettant ainsi à mal les économies. Des difficultés face auxquelles le Togo a pris diverses initiatives visant à renforcer la résilience économique du pays, des mesures qui ont porté leurs fruits. Mais la priorité de l'heure est de relever les défis qui s'imposent. Le gouvernement, qui est également confronté à la menace djihadiste et à l'extrémisme violent, a pris une série de mesures pour renforcer la résilience économique du pays, permettant notamment d'espérer une croissance de 5,9% cette année contre 5,5% en 2021, même si les prévisions initiales tablaient sur 6,1% pour 2022. A poursuivi Sandra Ablamba-Johnson. Le renforcement de la solidarité internationale, l'accroissement des droits de tirage spéciaux, également la disponibilité de la liquidité pour faire face à la hausse des prix à l'importation des produits pétroliers, des engrais et denrées alimentaires. Entre autres propositions formulées par la secrétaire générale de la présidence. Tout ceci pour permettre au pays d'accroître les dépenses publiques et financer les actions de résilience et de relance économique. Sandra Johnson a aussi plaidé pour la promotion de la production de l'engrais biologique au Togo afin de pallier les difficultés d'importation. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest a renouvelé son équipe dirigeante ce vendredi. C'était au cours d'une assemblée générale ordinaire. Occasion pour mener des réflexions sur les efforts pour le développement économique et social dans la sous-région. Et le ministre d'État Payadoa Boupessi a représenté le Premier ministre. Norbert Agbedanou, Immaculé Bawe Abalo et Kwesala. 16 pays membres de la Fédération de l'Organisation patronale de l'Afrique de l'Ouest présents à cette rencontre ordinaire à Lomé. Une assemblée générale pour la bonne gestion de la gouvernance du Conseil national du patronat pour le développement économique et social de la sous-région. À l'ordre du jour, le renouvellement des instances de l'organisation. Cette rencontre annuelle de notre organisation sous-régionale qui comprend les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie, est également une occasion pour nous, chefs d'entreprise et dirigeants des organisations patronales des différents pays, d'avoir un large tour d'horizon sur la situation économique, sur l'environnement économique de notre sous-région, d'analyser les principaux défis qui se posent à nous, et de nous enrichir de nos expériences respectives au niveau de chaque organisation nationale. Face aux crises à répétition et aux difficultés qui affectent le pouvoir d'achat des populations, l'organisation réaffirme son engagement à demeurer une force de proposition pour des solutions qui s'imposent. Nous sommes difficilement en train de sortir de la Covid-19, de cette crise qui a sapé tous les efforts qui ont été faits durant près de 2 décennies. Et pendant que nous nous préparons à sortir de cette crise, voilà qu'il y a la guerre de l'Ukraine qui vient nous soumettre à d'autres épreuves, à savoir l'importation des produits alimentaires et des produits énergétiques. Alors, vous comprenez que nous devons revoir notre système de combat et comment organiser les entreprises, les autres opérateurs économiques à faire face à ce nouveau défi. Pour le ministre d'État Payadoa Boupessi, qui représentait le Premier ministre pour la circonstance, l'occasion est bien choisie pour mutualiser les efforts et les moyens, justement pour la transformation des richesses au bénéfice d'un espace économique robuste et plus résilient. La crise de la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine nous recommandent fortement une nouvelle manière d'agir dans la conduite des actions de développement. Et c'est ensemble, État et secteur privé, que nous devons travailler à la résilience de nos sociétés, à la transformation économique inclusive et durable. La rencontre de Lomé a proposé des pistes de solutions
pour faire davantage du secteur privé le moteur de croissance et de création d'emplois. C'est officiel depuis cet après-midi, la 17e foire internationale de Lomé aura bel et bien lieu cette année. Le site de Togo 2000 va retrouver son ambiance habituelle entre le 30 novembre et le 18 décembre prochain. Les activités préparatoires de ce grand rendez-vous économique ont été lancées par le ministre en charge du commerce, Ekwesala. Une ambiance festive pour annoncer les couleurs de la 17e foire internationale de Lomé. L'événement aura lieu du 30 novembre au 18 décembre 2022, après 2 années de suspension dues au Covid-19. Il se veut une opportunité pour les opérateurs économiques. L'innovation majeure de cette édition, c'est la digitalisation du process. C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément de venir au CETEF avant de s'inscrire ou bien de s'enregistrer, avant de même d'acheter son stand. Donc on peut en ligne acheter le stand et acheter les tickets d'entrée. Donc ceci pour limiter le contact. Nous encourageons les exposants et éventuellement les différents visiteurs, tous les visiteurs qui vont venir pendant cette période, à déjà anticiper pour prendre les doses de vaccins nécessaires afin que nous puissions tenir une foire sans Covid. Sont attendus à ce rendez-vous de Lomé plus de 1000 exposants et plus de 300 000 visiteurs. Le gouvernement y trouve une belle aubaine d'affaires pour les opérateurs économiques et les appelle à y adhérer pour la relance de l'économie nationale. Il s'agit, à travers cette 17e édition, de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises éprouvées par 2 années de crise économique mondiale. Chers opérateurs économiques et potentiels exposants, je sais que vous attendez de pied ferme ce coup d'envoi pour lancer vos commandes, affiner vos stratégies commerciales, accélérer vos préparatifs et confirmer surtout votre inscription à la 17e foire internationale de Lomé. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faire de cette édition de la foire un succès pour une relance réussie des activités économiques du Togo, et nous espérons pouvoir compter sur l'implication de tous pour y arriver. La 17e foire internationale de Lomé promet bien des surprises au-delà des attentes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de l'ouverture des stands. Dans l'actualité également, le groupe Orabank a lancé hier sa première opération de cotation en bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Orabank opte ainsi pour la recherche de mécanismes financiers innovants devant permettre de refinancer leur portefeuille de créances. Gisèle Kozona, Clarissa Atikle. C'est par visioconférence que le groupe togolais Orabank signe son entrée en bourse à la BRVM, première institution boursière du continent africain. Cela a été possible grâce au Fonds commun de titrisation de créances FCTC Orabank 7% 2021-2026 ici lancé. La titrisation des créances étant ce montage financier par lequel Orabank a pu obtenir un financement par la transformation de ses créances et ici une partie de son portefeuille de crédit. Donc, la transformation en titres financiers négociables et liquides sur les marchés financiers, sa réussite répond aux aspirations de Orabank. Cette opération aura donc permis à Orabank Togo de refinancer son portefeuille de crédit et bénéficier d'une nouvelle trésorerie qui permettra d'augmenter la capacité de financement d'Orabank afin de répondre à la forte demande de crédits en provenance des PME. Cette cérémonie de première cotation d'Orabank permettra d'apporter des réponses concrètes aux besoins de développement du marché togolais et celui de la zone UEMOA. Cette performance traduit une fois de plus la volonté des investisseurs de notre Union d'expérimenter des instruments financiers innovants qui leur permettent de diversifier le risque de leur portefeuille tout en leur apportant une certaine rentabilité. Orabank Togo devient ainsi le premier établissement bancaire au Togo à se refinancer sur le marché de l'UEMOA par
ce mécanisme innovant. Orabank Togo, à travers cette opération de titrisation de créances FCTC Orabank 7% 2021-2026, opte pour la recherche de mécanismes financiers innovants. Une opportunité donc pour l'institution de pouvoir refinancer son portefeuille de créances en vue d'optimiser davantage sa capacité d'intervention. Orabank, un partenaire à votre écoute. En jaune. En enjeu en cette rencontre régionale de validation du projet de programme d'anticipation et de réponse aux risques climatiques majeurs. Un projet qui permettra de mieux lutter contre les changements climatiques, projet initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Sandra Agbouche. Le Togo de plus en plus exposé aux risques de changement climatique et à la déforestation. Le phénomène devient intense chaque année, principalement dans la région maritime. Il urge alors de trouver des solutions idoines. Le ministère de l'Environnement a élaboré à cet effet le programme d'anticipation et de réponse aux risques climatiques. Le dit programme fait ici objet de validation par les acteurs régionaux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir valider le rapport régional de la maritime et son plan d'action. Donc il est nécessaire que les acteurs qui ont été consultés au moment de la collecte des données soient informés des résultats qui ont été obtenus et recueillir encore leurs recommandations et contributions pour avoir un document qui intègre l'assentiment de tous les acteurs. Le PA de RCM est élaboré en référence à la feuille de route gouvernementale 2025. Des sensibilisations seront donc organisées en direction des populations directement exposées aux effets néfastes des changements climatiques. Il y a les politiques de reboisement que le gouvernement a lancées qui vont permettre de pouvoir anticiper sur ces risques-là. Quand vous prenez les fortes chaleurs, les tempêtes, les vents violents. Au niveau de l'érosion côtière, étendre les projets comme le projet Waka qui permet de pouvoir mettre en place des infrastructures pour atténuer les effets de l'érosion côtière. Donc il faut étendre le projet aux communes qui ne sont pas encore couvertes, mais il faut également mettre des mécanismes d'alerte. Tchévié, chef-lieu de la région maritime, constitue la dernière étape pour la validation du PA de RCM par les acteurs régionaux. L'actualité ce vendredi, c'est aussi ce colloque national sur l'enseignement islamique au Togo. Pendant 3 jours, les cadres musulmans et enseignants des écoles islamiques vont tenter de trouver des pistes pour une meilleure harmonisation des programmes avec le système officiel d'enseignement au Togo. Isaka Aruna, Clarisse Atikle. Les programmes et systèmes d'enseignement islamique au Togo varient malheureusement d'une école à une autre. Pire, ils ne sont pas arrimés sur les programmes officiels. Des dysfonctionnements que les cadres et enseignants musulmans tentent ici d'aplanir pour offrir une éducation de qualité aux apprenants. Le premier atelier sera axé sur l'harmonisation des programmes d'enseignement islamique. Le deuxième atelier sera axé sur l'harmonisation de la langue arabe. Et le troisième atelier sur l'organisation des écoles islamiques. Il s'agira d'avoir des éléments de réflexion qui vont être versés à des comités après ce colloque, vont réfléchir et sortir un programme harmonisé qui sera en tout cas mis en œuvre dans toutes les écoles, quelle que soit leur nature. À travers cette initiative, l'Association des cadres musulmans au Togo veut offrir les mêmes chances d'apprentissage du système officiel aux apprenants de ces structures. Elle jette les bases d'une réflexion pour une harmonisation des deux systèmes d'enseignement. Il est question de faire de sorte que, quel que soit le type d'école, nous puissions avoir un programme arabe harmonisé, qu'on puisse avoir un programme d'enseignement de la religion harmonisé et qu'on puisse de surcroît avoir une organisation, une direction de l'enseignement général qui puisse coordonner les activités de l'enseignement de confession musulmane. L'enseignement islamique amorce ainsi sa réforme. Une réforme envisagée depuis 2017 par l'Association des cadres musulmans au Togo et appréciée par le gouvernement.
À l'étranger, le mouvement anti-gay a pris de l'ampleur au Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter les homosexuels dans le pays. Ces derniers craignent même d'être physiquement agressés dans les rues. Au Sénégal, le mouvement anti-gay a pris de l'ampleur au fil des années. L'homosexualité n'a jamais été largement acceptée dans le pays, mais désormais, les personnes LGBTQI craignent d'être physiquement agressées dans les rues et que leur orientation sexuelle soit diffusée sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, vivre avec l'homosexualité, c'est être en danger du matin au soir. Du matin au soir, parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. On vit avec cette peur, on vit avec cette stigmatisation. Il y a beaucoup d'amis qui se sont suicidés au Sénégal. Daouda a fui pour un pays voisin en 2016. Son père n'accepte pas son orientation sexuelle et lorsqu'il l'a appris, il l'a menacé en pointant une arme sur lui. Il voulait me tuer, en fait, il voulait me tuer parce qu'il a sorti son arme et s'il n'y avait pas des gens à la maison, je serais mort actuellement parce que j'ai couru en sortant à la maison, j'ai rien amené, ni de papier, j'avais plus rien sur moi. Pour le porte-parole de l'association Jamra, Mamé Maktargueye, rendre les lois plus sévères aurait un effet dissuasif et pourrait servir à protéger les personnes LGBTQI de la violence collective. Depuis des siècles, depuis que le Sénégal est Sénégal, le phénomène LGBT a toujours été partie intégrante de notre société. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis quelque temps, peut-être à peu près il y a une dizaine d'années, ils sont venus envahir l'espace public en posant des actes qui frisent la provocation et quelquefois même le blasphème et le sacrilège. Pour de nombreux Sénégalais, l'homosexualité est un mode de vie occidental qui tente d'être imposé à leur société. Le 20 mai à Dakar, des manifestants ont demandé à ce que les relations homosexuelles soient qualifiées de crimes graves. Ça heurte nos croyances. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, on n'a rien contre vous, l'ont validé que nous devons le valider. La religion musulmane, la religion chrétienne n'accepte pas l'homosexualité. Pourquoi on veut nous imposer ça? Selon les militants LGBTQI, les politiciens profitent du mouvement anti-gay pour rallier des soutiens en vue des élections législatives et présidentielles. Un traitement préventif contre le VIH-Sida bientôt élargi. Un accord de licence vient d'être conclu à cet effet. Cet accord porte sur les brevets relatifs à une forme éjectable de médicaments antirétroviraux, un traitement destiné aux séronégatifs. L'organisation internationale Unitaid et le Medicines Patent Pool, ou communauté de brevets des médicaments, ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence volontaire avec le laboratoire VIV Healthcare pour un traitement préventif à longue durée d'action contre le VIH. Cet accord porte sur les brevets relatifs au cabotegravir, une forme injectable de médicaments antirétroviral utilisé dans le cadre de la prophylaxie pré-exposition ou PrEP, un traitement préventif destiné aux séronégatifs. Cette nouvelle innovation et cette option très efficace, nous l'espérons, permettra aux personnes les plus exposées au VIH d'utiliser la technologie la plus adaptée à leurs besoins particuliers et à leur situation. Cela inclut les adolescentes et les jeunes femmes, ainsi que les populations clés, telles que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs du sexe et, dans certains cas, les personnes qui consomment des drogues. La licence volontaire est un mécanisme par lequel un laboratoire donne accès à certains de ses brevets à des producteurs de médicaments génériques. Les fabricants de génériques sélectionnés pourront produire et fournir des versions génériques de ce médicament dans 90 pays au total, la plupart africains. Toujours à l'étranger, en bref, les États-Unis demandent à la République démocratique du Congo de protéger la MONUSCO. C'est suite aux manifestations meurtrières contre la présence de l'ONU dans le Nord Kivu. Conséquence, au moins 19 victimes, dont 3 casques bleus. Ceci du retour en page nationale et je vous annonçais en début d'édition, Centrinos Raphaël est sur ce plateau. Bonsoir Centrinos. Bonsoir. Alors, un concert ce dimanche, que réservez-vous au public togolais? C'est le Centrinos Holidays Tour qui commence avec le concert du 31 juillet au Palais des Congrès avec Fanico du Bénin, Elon Kif Nobit de la Côte d'Ivoire et Setlo
l'artiste togolais qui fait fort. Et donc eux tous, ils seront là au Palais des Congrès avec moi. On va faire un super concert pour faire plaisir au public. Alors, vous venez de le dire, ce concert annonce une tournée nationale, le Centrinos Holidays Tour. Parlez-nous de cette tournée. En fait, on a décidé de faire une tournée pour faire plaisir à toutes ces personnes qui aiment bien ce que je fais et qui m'écoutent. Pas seulement à Lomé, on a décidé de décentraliser aussi les concerts parce que c'est pas seulement à Lomé, on est beaucoup aimé à l'intérieur même, on nous aime et beaucoup plus, je vais dire, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de nous voir souvent. Et ça, ce ne sera pas une prestation, mais un concert, ce qui veut dire que j'aurai à faire des prestations de 45, voire 1 heure de temps. Alors, c'est une occasion pour vous de revisiter vos 2 albums. Oui, crois-moi, l'album de 18 titres et Coup de cœur, l'album de 21 titres qu'on a sorti en septembre dernier. Donc, on aura à faire les hits de tous ces albums que le public aime bien. Alors, parlez-nous de vos projets à venir, un album en préparation. Les projets à venir, oui, le 3e album qui va sortir, mais c'est pour l'année prochaine. Sinon, on va sortir le 2e son annonçant le 3e album d'ici la fin de l'année. Mais pour le moment, la promotion de Coup de cœur, l'album de 21 titres sorti l'année passée. Et voilà, les projets qui vont venir. Alors, un mot à l'endroit de vos fans. Bon, j'invite tout le monde à faire massivement le déplacement ce 31 juillet au Palais des Congrès, c'est à 19h. Les tickets d'entrée, c'est 3 000, 5 000 et 10 000, même si les tickets de 3 000 sont déjà finis. Les tickets de 5 000 et 10 000 sont disponibles. Il suffit de vous connecter sur les réseaux sociaux. Centrinos Raphaël partout, et puis vous allez avoir les informations qu'il faut, les numéros qu'il faut pour pouvoir réserver vos places, et afin que la fête soit belle. Alors, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Un a cappella pour annoncer les couleurs du Centrinos Holidays Tour. Avec plaisir. Et la maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris cela. Merci Centrinos. Le plaisir est pour moi. Alors rendez-vous donc ce dimanche au Palais des Congrès de Lomé à partir de 19h. Sport pour la suite, sport avec le tournoi de tennis dénommé Holidays Cup, première édition. C'est à l'intention des jeunes de 13 à 14 ans. Il est question de détecter les talents en vue de former les futurs champions. À tous à barre. Ça mérite des applaudissements quand même. De jeunes tennismen, plus de 13 ans chez les dames et 14 ans chez les hommes, sont en compétition. Durant ces vacances, ils vont démontrer leur savoir-faire à travers le tournoi dénommé Holidays Cup, première édition, Open 2022. Nous, au niveau de la Fédération togolaise de tennis, nous les voulons nombreux pour permettre à nos joueurs de pratiquer très souvent le tennis pour avoir la compétition dans les jambes. Dans les annales de tennis, il faut prendre à partir de moins de 10 ans et c'est au bout de 10 ans. C'est-à-dire que quelqu'un, si vous preniez Félix Aliassime, il a commencé à 8 ans. C'est après 18 ans qu'il a commencé par évoluer. Promouvoir les jeunes talents et les préparer pour le professionnalisme. L'initiative vise à développer la petite balle jaune à la base. Mieux, susciter la vocation à ses pratiquants. Je participe au tournoi pour faire plus de performances et augmenter mon niveau et avoir plus d'expérience. Mon objectif, c'est remporter. Je ne les connais pas trop, mais sur le coup, on verra. On n'arrive pas à se perfectionner. Donc ce tournoi, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une joie, c'est un bonheur pour moi d'abord de représenter non seulement mon club, mais aussi faire plaisir à moi. Le tennis, il faut beaucoup de soutien. L'ambition est de devenir un bon joueur, d'abord un joueur pour ce club et un joueur international. Fondée en 2021, l'association de tennis Challengers est l'organisatrice de ce tournoi. Elle a pour mission de former des pépinières en vue d'alimenter les championnats de tennis à l'échelle nationale et internationale. Démarrée le 25 juillet, la compétition prend fin ce 31 juillet. Voici pour terminer le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce vendredi. Nombre de cas confirmés, 38 064, 20 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 624, 31 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 161 et 279 décès. Signé professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information.
Merci à vous de l'avoir suivi et merci à l'équipe qui l'a réalisé. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.